merci à Stéphanie et Jean Numa de venir nous présenter cette histoire des socialismes qui mérite une petite présentation parce que précisément ce n'est pas une histoire des socialismes, ça pourrait être plutôt une encyclopédie qui d'ailleurs a malgré tout des spécificités, une orientation bien précise, pas seulement académique mais à visée encore une fois encyclopédique et bien à vous maintenant de nous expliquer tout ça. En premier lieu, merci de nous donner l'occasion d'expliquer un petit peu ce projet qui est effectivement un ouvrage un petit peu particulier. Bon, si vous prenez ce qui existe, on a eu dans les années 1970 une histoire générale des socialismes en plusieurs volumes qui était une histoire essentiellement chronologique que l'on pourrait reprendre, compléter bien sûr. Il existe toute une série d'ouvrages en français sur l'histoire des gauches, sur l'histoire de telle ou telle figure. Nous, il nous a semblé important de faire une histoire globale des socialismes, effectivement sous la forme d'une encyclopédie, dictionnaire, donc c'est un objet éditorial un petit peu particulier. Alors comment est né ce projet? Il se trouve qu'à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Marx en 2018, il y a eu une série d'initiatives, d'échanges, d'ouvrages autour de Marx, du marxisme. Et on a pu constater à cette occasion qu'il y avait de très nombreux collègues, chercheurs qui, de près ou de loin, étaient intéressés par l'histoire des socialismes, qui devaient un petit peu apporter des renouvellements sur tel ou tel objet, dans telle ou telle discipline. Et à partir de là, il nous a semblé important de faire une histoire des socialismes, effectivement, plutôt par entrée conceptuelle, plutôt par moment, plutôt en choisissant des figures, pour essayer de traiter, si je puis dire, le maximum d'aspects, mais pas sur un plan strictement chronologique, mais qui puisse être une entrée un peu stimulante au niveau théorique, au niveau politique aussi. Ça a été dit brièvement en introduction. C'est un ouvrage qui est essentiellement écrit par des académiques, par des universitaires, mais il intervient dans une conjoncture particulière qui est à la fois donc une crise historique des projets socialistes tels qu'on les a connus au XXe siècle, mais aussi malgré tout un certain regain d'intérêt pour l'idéologie socialiste de part et d'autre. Donc ça nous semblait assez adapté. Vous savez, moi j'ai souvent ça en tête. Dans les années 1950, une des premières typologies des droites qui avait été faite par René Raymond, bon, ça a été imprimé, réédité à de très nombreuses reprises, donc il avait fait une typologie des trois droites, la droite bonapartiste, la droite légitimiste, la droite orléaniste libérale. Et lorsqu'il avait fait ça, René Raymond, dans les années 1950, c'était un moment où en France, il était extrêmement dur de se dire de droite, pour la simple et bonne raison que la droite avait été complètement investie dans la collaboration, enfin pas toute, mais enfin une grande partie, et que des gens aujourd'hui, nous qualifions de droite comme De Gaulle, c'est des gens qui justement ne se disaient pas de droite, se disaient au-dessus des partis, mais aussi parce qu'une grande partie de la droite avait été investi dans la collaboration et Vichy. Et donc dans les années 50, quand René Raymond fait une typologie de droite, la droite est profondément en crise et il se dit c'est un peu le moment historique où il faut essayer de comprendre les différentes familles des droites, d'où viennent-elles, etc. Alors, dans un autre contexte bien sûr, mais pas forcément nécessairement non plus dans le même esprit, mais vu la période que nous traversons, il nous a semblé important de faire aussi un bilan d'étape sur les socialismes, sur la façon dont on peut l'envisager, historiquement, des origines à nos jours. Voilà, ça c'était le premier objectif. Et puis il faut savoir aussi que, alors c'est un ouvrage qui fait 1000 pages, il y avait énormément de choses à traiter, on ne peut pas traiter de tout sur tout, mais il y avait plusieurs idées derrière. D'abord, on assiste aujourd'hui, et pas qu'aujourd'hui, depuis quelques dizaines d'années, à une forte... comment dirais-je, le savoir en sciences humaines est très compartimenté. Vous avez des ouvrages très précis sur tel aspect, qui sont peu diffusés, qui ont finalement peu d'accès, mais qui peuvent être parfois très intéressants et qui peuvent être portés à la connaissance du public. Donc une des raisons, c'était de dire, bon, on va prendre un petit peu toutes ces recherches académiques, on va essayer de solliciter des auteurs pour faire des entrées un peu larges, pour expliquer ce que l'on a à dire sur l'histoire de l'idéologie socialiste. Sous ces différentes formes, hein. On a été très loin, on a dit, moi je suis historien, le socialisme, il a eu différentes formes dans l'histoire, que l'on les juge positives ou négatives, c'est un autre débat. Donc on a, ça va du centre gauche, centre droit, si vous voulez, de la social-démocratie la plus pro-européenne, jusqu'aux diverses formes d'extrême gauche, en passant par toutes les formes possibles et imaginables des partis communistes et partis socialistes. Et aussi nous avons tenu, ce n'est pas le seul objectif du livre, mais il y avait quand même ça derrière, on a eu déjà l'occasion de le dire dans plusieurs cadres, il y a quand même l'idée répandue aujourd'hui que tout ce qui touche de près ou de loin au mouvement ouvrier, au socialisme au pluriel, au marxisme au pluriel, c'est une idée finalement qui vient d'Europe. Bon, ça c'est incontestable qu'à l'origine elle vient d'Europe, mais qui est finalement une idée restée cantonnée à l'Europe,
une idée qui serait entre guillemets réservée aux Blancs, une idéologie qui n'aurait rien à voir avec le reste du monde. C'est des critiques très fortes, notamment de la part des études postcoloniales là-dessus. Et un des objectifs aussi de cet ouvrage, c'était de restituer la dimension mondiale des socialismes. Alors vous allez me dire, ah on est mondial, on est global, c'est la mode, tout le monde fait de l'histoire mondiale, tout le monde de l'histoire globale. Si vous ne faites pas ça, vous passez pour un ringard. Non, évidemment, il y a cette mode éditoriale-là et on n'est pas totalement déconnecté de cela. Mais pour l'histoire du socialisme et des mouvements ouvriers, il faut savoir que quand même à l'origine, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu d'ancrage national à des moments donnés, loin de là, mais il y a l'idéologie internationaliste derrière, qui est typiquement une idée qui avançait un projet politique qui était par essence totalement transnational et qui dépassait les frontières des différents pays. Donc il fallait prendre ça au sérieux et de façon internationale. Il y aurait toute une série d'autres raisons à évoquer, et puis des dizaines d'auteurs. Donc tout le monde n'a pas le même point de vue sur la nation, sur l'internationalisme, sur le marxisme, sur la social-démocratie, le réformisme, la révolution, l'écologie, toute une série de sujets. Tous les termes que je viens d'énumérer, à la rigueur, posent tous problème et posent tous questions. Ce qu'on a essayé de faire dans chaque entrée, c'est d'être aussi vaste que possible, chronologiquement, de donner des entrées écrites de telle manière qu'un public assez large puisse y toucher, un public d'étudiants bien sûr qui peut s'intéresser à ça, mais aussi un public, que ce soit des militants, sympathisants ou même des gens tout à fait hostiles à la rigueur aux idéologies socialistes, mais qui puissent se plonger dans leur histoire avec des éléments un peu précis, chronologiques, thématiques, en essayant de rendre effectivement l'ouvrage un peu vivant aussi. Hein. C'est d'où le côté un peu encyclopédique. On peut lire telle entrée indépendamment les unes des autres. On a des corrélats, des renvois. Donc celui qui s'intéresse un jour à la Révolution peut s'intéresser à la Réforme le lendemain, etc. etc. Voilà en gros le cadrage général. Je précise, il y a 3 grandes sections. Quand même. Tout à fait. Les mots du socialisme, donc les entrées plutôt conceptuelles, ça va de aliénation à nation, en passant par international, donc réforme, révolution, des choses assez attendues, des choses parfois qui sont peut-être un petit peu plus décalées. Les mots, qui est le cœur de l'ouvrage, il y a les moments, donc plus classiques, là, c'est pas une chronologie exhaustive, mais on a choisi quelques grands moments, avec des dates là aussi connues, parfois 1793, donc le point le plus élevé de la Révolution française, 1848, les révolutions de 48, 1871, la Commune, il y a des choses attendues, et puis des choses qui sont peut-être connues d'un public averti, mais qui le sont désormais beaucoup moins d'un public large, comme Bandung en 1955, et rappeler que justement l'émancipation des peuples qui étaient colonisés est passée souvent par des idéologies socialistes, ce genre de choses. Évidemment 68, et puis 1979, le grand tournant que cette année a représenté. Et puis le troisième grand moment, ça a été de choisir des figures. Évidemment, tout ça est pensé en complémentarité, parce qu'on a, quand on avait beaucoup traité certaines figures dans les concepts ou dans la chronologie, on a essayé de choisir des figures qui étaient peut-être parfois moins connues. On a aussi évidemment choisi de mettre des figures qui étaient emblématiques de différents courants. Hein. Ça va, si je puis dire, de Jacques Delors à Staline, donc autant vous dire que la panoplie est assez variée. Et puis, on a essayé de diversifier les approches, comment dirais-je, à l'échelle internationale. Vous allez me dire comme ça, vous dire, bah oui, évidemment, c'est global encore une fois, mais véritablement, il faut savoir que si, évidemment, en Europe de l'Ouest, notamment, et en Union soviétique et en Chine, bon, évidemment, le socialisme a une saveur et une influence particulière. Quand vous prenez aujourd'hui toute une série d'ouvrages sur l'histoire de l'Afrique, par exemple, il est très rare de mentionner l'influence qu'ont pu avoir certains partis se réclamant du socialisme, alors même qu'ils ont été très puissants à une époque, notamment au moment des indépendances. Et ça, on a différents collègues qui font de l'histoire africaine et qui ont bien restitué ça, et ça nous paraissait important de le dire. Évidemment, c'est le cas aussi aux États-Unis et en Asie. Mais voilà, c'est des exemples. Je crois que, voilà, après, on pourra toujours trouver qu'il manque tel ou tel terme, tel ou tel nom, mais on a essayé de donner, voilà, de donner un ensemble qui soit suffisamment vaste, suffisamment diversifié pour montrer que non, le socialisme n'est pas aussi étroit que ce que vous pensez. Non, ce ne sont pas que des expériences qui ont mené à des échecs. Et puis voilà, je crois qu'on avait en tête aussi ceux qui ont essayé de penser les expériences socialistes au 19e et 20e siècle à une échelle globale. Je pense à quelqu'un comme Eric Hobsbawm, dont on peut penser ce que l'on veut, mais lui essayait de prendre à bras-le-corps la question de pourquoi la social-démocratie, pourquoi le soviétisme au 20e siècle, et comment il y a eu des articulations entre tout cela. Et voilà, après je pourrais parler longtemps, mais l'objectif étant aussi de... Et puis, nous sommes 3 à l'avoir coordonné, voilà. Donc c'était précisons, un historien, oui, une philosophe si présente et un sociologue, Azmi Koyshoyan. Je ne l'ai pas dit, on aurait pu commencer par ça, mais c'est pas grave, je vais finir par ça. C'est aussi, il y a différentes disciplines. C'est une histoire, il y a pas mal d'historiens,
Mais il n'y a pas que des historiens. On a essayé de demander à des gens qui ont des approches différentes aussi. C'est assez rare, hein. Alors les PUF là-dessus, Presse universitaire de France, qu'il faut remercier, parce qu'ils ont accueilli quand même à bras ouverts un projet qui n'était pas facile à porter. On peut rappeler la pagination qui est impressionnante. Plus de 1000 pages, 1100 finalement, je crois. 1100 pages, voilà. Donc on sait que les éditeurs aujourd'hui sont plutôt rétifs à publier des ouvrages longs. Donc là, il faut quand même leur dire. C'est vrai que les PUF ont aussi une tradition de dictionnaire. Dictionnaire des communs, dictionnaire de l'historien, dictionnaire du judaïsme. Donc il y a cette tradition-là. C'est un objet éditorial qui intéresse beaucoup aussi. Hein. Il faut dire que le dictionnaire n'est pas une forme uniquement en ligne morte. Hein. Ça existe, donc c'est important de le dire. Mais cette forme-là, comment dirais-je, implique aussi de diversifier voilà, les approches, les disciplines, que ce ne soit pas que des approches historiennes, chronologiques, que d'histoire conceptuelle. On essaie de mêler autant que possible les différentes choses. Et je précise une dernière chose, et ensuite je me tais vraiment, il y a pas mal de coécriture aussi de notices. Par exemple, moi j'ai écrit la notice parti politique, qui n'était pas la plus simple, avec un collègue philosophe, Jean Quétier, où on a essayé de mêler nos savoirs réciproques pour donner un peu l'épaisseur à tout cela, à la fois historique mais aussi théorique. Voilà, donc je pense que c'est un objet qui évidemment, c'est probablement imparfait, mais c'est vrai que c'est un objet éditorial qui jusqu'à présent n'existait pas hein, sous cette forme-là. On a des histoires des socialistes, mais on n'a pas sous cette forme-là des approches de ce type-là. Donc on espère que ça donnera à penser et à débattre sur quelque chose qui ne nous paraît pas complètement archaïque et dépassé, il faut bien le dire. Oui, je suppose que ce n'est pas Stéphanie qui va te démentir. Non, c'est sûr. Non, on a. Enfin, après, on laissera la place à la discussion, mais ce qu'on a voulu faire, effectivement, c'est rappeler d'une part la visée universelle du socialisme, qui est quelque chose qui, comme Jean Dumas l'a dit, hein, mais qui est relativement, enfin, qui est soit oublié, soit carrément remise en question. Donc on a voulu rappeler en prouvant par le fait, avec des notices, des noms de personnes, avec des dates et avec des notions que le socialisme avait été une réalité active et comment dire, une force propulsive sur tous les continents et dans beaucoup de pays du monde. Donc c'est une façon de rappeler cela. Et puis on a voulu justement pas faire de bilan avant liquidation, mais vraiment de bilan d'étape. On a voulu aussi montrer que contrairement à ce que certains pensent dans le champ politique aujourd'hui, je pense notamment à des courants populistes de gauche qui ont pu dire beaucoup dans le cours de ces dernières années qu'il fallait rompre en fait avec les vieilles traditions politiques, qu'il fallait rompre avec les vieilles lunes de la gauche. On a voulu montrer qu'il y avait un trésor caché sans doute dans la tradition socialiste, mais que pour les générations qui viennent et qui ont beaucoup de défis à relever, le socialisme, les traditions socialistes pouvaient encore être, être inspirantes en fait, être des sources d'inspiration pour la pensée et pour l'action. Donc je ne sais pas dans quelle mesure on a réussi. L'ouvrage, il a le mérite d'exister et on espère effectivement qu'il va susciter des discussions et peut-être des vocations. On verra. Oui, je vais laisser la parole à tout le monde, à vous d'abord et à ceux qui ont peut-être d'ores et déjà des éclaircissements à demander. Je voudrais préciser quand même que c'est un ouvrage qui est clairement qui a une visée encyclopédique académique, c'est-à-dire qui apporte quand même énormément d'informations, factuelles, historiques, objectives, y compris chronologiques ou autres, au-delà des éventuelles interprétations qui peuvent être faites par les uns et par les autres. Et déjà, en soi, ça, c'est un élément extrêmement important. C'est tout l'intérêt des ouvrages justement académiques, c'est d'apporter un matériau. Alors c'est vrai, en même temps, sur lequel on peut travailler. En même temps, il faut quand même, moi, en le relisant, ça m'est vraiment apparu clairement. Les notices sont aussi, pas toujours, mais souvent des petits essais. C'est-à-dire que dans la mesure où on a fait appel à des gens qui certes ont des connaissances érudites sur le socialisme, mais sont aussi personnellement et politiquement intéressés à la matière qu'ils travaillent, on a forcément aussi des points de vue qui sont situés et on n'a pas de problème avec ça. On n'a pas voulu faire une œuvre
uniquement encyclopédique. On a aussi voulu montrer que c'était une pensée vivante, y compris pour ceux qui l'écrivaient, qui faisaient partie du dictionnaire. Donc on va avoir, pour ceux qui liront, on va avoir des points de vue qui sont parfois très différents, mais qui sont du coup, voilà, les notions, elles sont quand même problématisées et on a quand même des thèses dans les articles avec lesquels on peut être d'accord ou pas. Mais voilà, on a vu l'objet, de toute façon, je pense que c'était pas possible de faire un ouvrage purement encyclopédique. Mais l'encyclopédie, la première, c'était... Oui. Et dans vous êtes dans la tradition. Hein. C'est ça. Bien sûr. Ouais. C'est exactement le principe de la première des encyclopédies. C'est vrai. Et j'ajouterais là-dessus parce que j'ai présenté l'ouvrage hier au séminaire que j'anime dans mon université, mais ça, c'est pas le plus intéressant. J'ai eu une réaction d'un collègue qui me disait, et qui pourtant n'est pas de la même sensibilité que moi, il me disait, ce qui est bien dans ce que vous avez fait, c'est que finalement, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas d'évitement des figures qui sont controversées, ou etc. Alors que quand on regarde la littérature qui sort beaucoup à gauche ou dans la gauche dite radicale, etc., et lui, il sait de quoi il parle, parce qu'il parlait plutôt de son point de vue, il dit, c'est vrai qu'il y a énormément de choses sur les courants anarchistes, libertaires, parce qu'il y a tout un côté un peu à la mode, sympathique, ou pas sympathique d'ailleurs, mais enfin lui il trouve peut-être sympathique. Et il dit honnêtement, et il le disait lui, il faisait presque son autocritique, il dit c'est vrai qu'on parle beaucoup du syndicalisme révolutionnaire, de l'anarchisme, ces choses-là. Et c'est vrai que quand même, historiquement, tout ça a pesé dans quelques configurations, mais enfin, à côté du reste, parfois. Ça, c'est une chose que je leur rappelle souvent. Et oui, et l'avantage des historiens, c'est quand ils sont honnêtes, quel que soit leur... jamais pesé de quelque manière que ce soit dans l'histoire, ou dans des cas extrêmement précis, et de manière marginale. Et il y a alors, il ne s'agit pas de les exclure non plus, parce que nous avons des entrées sur des figures anarchistes, nous avons une notice évidemment sur l'anarchisme. Donc, il ne s'agit pas du tout de dire on va prendre notre revanche et on va faire que d'autres références et tout. Pas du tout. Mais ce qu'on a essayé de faire, c'est justement de tenir tous les bouts, y compris que la social-démocratie la plus modérée, enfin, pas forcément modérée quand tu tires sur un certain nombre de gens, par exemple, à la fin de la Première Guerre mondiale en Allemagne, mais qu'importe. Oui, mais bon, des terroristes modérés. Dites modérés, voilà, bon. Donc ça va très bien. La modération en tant que telle est une valeur tout à fait, comment dirais-je, discutable et subjective, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si on veut donner un petit peu des éléments aux individus, aux groupes qui pourraient s'emparer d'un ouvrage comme ça pour voir un petit peu ce qu'on représentait l'expérience socialiste, c'est qu'il ne faut rien exclure. Et le problème, et ce collègue qui me disait ça hier avait raison, le problème c'est que souvent, c'est des choses, que les choses soient partisanes. Moi j'ai un point de vue, donc c'est pas le problème d'être partisan, mais c'est qu'on s'intéresse parfois à des toutes petites choses qu'on survalorise, alors même qu'il y a des processus historiques beaucoup plus importants qui sont désormais totalement ignorés. La révolution russe de 1917 étant l'excellent exemple. Maintenant, alors, je sais de quoi je parle et je suis critique publiquement, donc ça ne me pose aucun problème de le dire. La révolution russe dans les manuels scolaires du secondaire, je fais des formations pour les collègues du secondaire, je sais rien. La révolution russe de 1917, dans le meilleur des cas, c'est une conséquence de la Première Guerre mondiale. Ça peut être tout simplement dans la Première Guerre mondiale, ce qui est vrai que c'est dans la Première Guerre mondiale, je rappelle, mais bien sûr. Mais c'est pas du tout un événement qui donne lieu à un nouveau système social alternatif, parce qu'après ça va basculer directement dans la case totalitarisme, quasiment partout. Pas absolument partout, et les collègues font bien ce qu'ils veulent à partir des instructions des manuels, mais tout de même. Donc ça, par exemple, vous avez du coup peu de choses équilibrées ou même informatives, parce que même avant même le point de vue, tout ça est très très minoré. Alors que vous avez d'autres choses qui sont beaucoup plus valorisées. Donc cet ouvrage sert aussi à ça. Il faut bien connaître l'expérience soviétique, quoi qu'on en pense, et c'est quelque chose qui est... Il y a l'idée quand même, l'idée qu'on avait derrière la tête en choisissant les notices, c'est quand même que on pense, et ça c'est en tant que chercheur, mais aussi en tant que... que personne engagée, quoi, que socialiste, on pense que un des problèmes de la gauche aujourd'hui, c'est de ne pas vouloir rouvrir les dossiers qui fâchent et de ne pas vouloir essayer de tirer des enseignements du passé. On a quand même, dans ce qui sort aujourd'hui en termes éditoriaux, on a beaucoup de, c'est ce qu'on s'était dit, mais beaucoup de martyrologie, beaucoup de célébrations des enseignements du passé, mais ils sont très sélectifs. Oui, puis surtout, c'est vraiment, ce qui est bien, c'est quand les gens sont idéalistes
socialistes et perdent. Et voilà. Mais, voilà, ça c'est bien. Mais par contre, se demander comment on fait pour gagner, quelles stratégies permettent de conquérir le pouvoir, éventuellement de le garder, ça c'est des choses qui sont beaucoup moins discutées. Et il y a une espèce d'idéalisme, mais dans le mauvais sens du terme, qui est rampant aujourd'hui dans la gauche. Et c'est peut-être la raison pour laquelle l'ouvrage ne plaira pas à tout le monde, mais c'est sûr que nous, on a voulu quelque chose de pas géographique. Il ne s'agit pas de célébrer... mais pas de la délectation morose. Voilà, ni géographie, ni délectation morose, exactement, mais essayer d'être au plus près de ce que le socialisme a encore à nous dire, quoi, en bien ou en mal. Oui, prenons un exemple concret. Vous avez eu, dans un contexte certes sanitaire compliqué, beaucoup de choses qui ont été publiées, y compris des choses excellentes. Il ne s'agit pas du tout de dire que c'est mal sur le fond ni sur la forme, à propos de l'histoire de la Commune de Paris, qui est un événement absolument important, qui a été très valorisé ensuite par le mouvement ouvrier, qui a permis à des générations entières de se mobiliser avec ce souvenir-là. Et c'est une expérience d'ailleurs historique elle-même qui est très riche sur toute une série de points, sur des mesures sociales, sur la laïcité. C'est absolument indéniable. Simplement, la Commune de Paris comme événement est un événement, tout le monde le sait, qui se termine quand même très mal et dont l'importance historique à proprement parler par rapport à ce que je disais, par rapport à d'autres grands processus révolutionnaires, que ce soit la Révolution française, la Révolution russe ou même des révolutions d'ailleurs dans le tiers-monde, intéresse beaucoup plus. Et je suis très content que les gens s'intéressent à la Commune de Paris. C'est mieux que de s'intéresser à rien autre chose. Mais voilà. Et on peut dire comme ça, tout le monde est communard. Bon. Et moi-même, comme je suis quand même sur le 19e siècle, j'ai eu l'occasion de faire des choses sur la Commune pendant les commémorations et autres. Bon, moi je trouve que par exemple les textes critiques qu'ont pu écrire certains socialistes à l'époque, à commencer par Marx. À commencer par Marx. Encore plus d'une certaine manière Engels. Engels, oui, tu as raison. Et bon, sans aller même jusqu'à la tradition bolchevique et autres, ou même d'ailleurs la tradition réformiste a elle-même critiqué la Commune aussi pour des raisons inverses, mais qu'importe, les critiques existent, il faut les lire. Ah non, c'est pas vraiment ça qui a dominé, c'était plutôt de dire c'est formidable, c'est les futurs possibles, ça ouvre plein de choses, c'est presque une ZAD avant l'heure. Bon, moi, tout ça peut être sympathique, mais ça ne peut pas suffire à, si je puis dire, régénérer des projets politiques et théoriques. Voilà. Donc c'était aussi ça, parce que, évidemment, on ne s'est pas dit 3 ans avant, attention, il va y avoir la commémoration de la Commune et tout le monde va l'aimer, donc on va publier 6 mois après un ouvrage plus large. Non, bien sûr, mais c'est assez symptomatique. Je ne dis pas ça du tout, même contre les gens qui écrivent des ouvrages spécifiquement là-dessus. Okay, mais c'est quand même, comment dirais-je, on ne peut pas se nourrir uniquement d'expériences historiques qui sont des défaites ou qui sont relativement limitées. Donc il faut tout avoir, je pense. Et, voilà. Et donc la Commune est dans l'ouvrage, par exemple, bien sûr, évidemment. Juste une incise à propos du phénomène éditorial, la Commune. Ben oui. À propos, évidemment, on a eu une efflorescence d'éditions, rééditions innombrables, sans commune mesure, évidemment, avec ce qu'il y avait eu en 2017, évidemment. À propos de la révolution bolchevique. On était un peu habitués, mais il faut reconnaître, d'une part, que la commune était complètement zappée de l'éducation nationale. Je ne sais pas si elle est apprise aujourd'hui, mais enfin, ma génération et celles qui ont suivi, c'était complètement hors sujet du programme de l'histoire, y compris de la période, évidemment. Il était quand même un tout petit peu question de la révolution d'octobre, mais je suis d'accord sur le fait qu'évidemment, tout ce que vient de dire Stéphanie est absolument ce qu'on voit aujourd'hui, notamment parmi notre gauche petite bourgeoise étendue, toute dans la délectation morose ou, comme dirait l'autre, la conscience malheureuse. Mais justement, votre ouvrage remet tout ça un petit peu à niveau, si j'ai bien compris. L'idée est, encore une fois, de ne pas éviter certaines figures, certains moments, certains concepts, parce qu'ils seraient jugés périmés ou bien parce qu'on estime que c'est plus du tout d'actualité, donc ça n'a plus de sens d'en parler dans un ouvrage comme ça. Parce que si vous prenez que l'actualité immédiate, vous allez dire il y a des choses qui ne sont pas immédiatement actuelles. Oui, mais bon, si on prend la chose sur la longue durée, on sait bien que l'histoire réserve bien des surprises, donc il faut s'en tenir à être un maximum exhaustif sur toutes les expériences qu'on recouvert le terme. Sinon, effectivement, après, on se met dans un choix qui va évidemment exclure ce qui paraît a priori le moins sympathique. Et donc là, vous faites un tri et vous retombez dans les ornières de nombreux
ouvrages qui sortent sur le socialisme. Enfin, regardez même Monsieur Piketty qui a des côtés sympathiques, mais quand il découvre le socialisme et il parle de la Révolution française, la propriété, enfin, des choses, il parle d'une très très banal, mais on voit bien que ça ne l'avait pas intéressé avant, il se saisit de ça, bon, à la limite pourquoi pas, je n'ai pas regardé tout dans le détail, et vous avez plein de choses comme ça qui sont très surprenantes, on a l'impression qu'il découvre la Lune, alors qu'il y a des choses de critiques. Il ne parle pas de socialisme, il parle de libéralisme. Maintenant il dit que le projet socialiste est intéressant. Non, mais il a toujours dit ça. Il a toujours un peu moins avant, mais c'est toujours revendiqué socialiste. Je crois qu'il le dit un peu plus fermement maintenant. Non, bon, je ne fais pas de l'exégèse de le vocabulaire de Piketty. En tout cas, libéral. Ça, c'est clair. Libéral. Bon. Ce qui est certain, en tout cas. Madame Rosa veut ajouter. On pourrait la reprendre, mais peut-être qu'il y a déjà des questions. Oui, non, la dernière chose que je voulais dire, c'est, enfin, effectivement, si on regarde le livre, si on regarde la table des matières, ça peut paraître, enfin, on peut avoir une impression d'œcuménisme, l'idée qu'on a voulu exclure personne, etc. L'idée, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt que il nous a semblé dans la situation historique dans laquelle on était, d'une certaine manière, il faut tout reprendre, il faut tout réexplorer, et y compris des choses effectivement qui peuvent plaire plus ou moins, mais qu'en tout cas, on ne pouvait pas se permettre, dans une situation aussi où finalement, il y a beaucoup moins de culture, enfin la culture politique chez les militants de gauche, elle est beaucoup descendue, où toutes ces expériences, elles sont quand même beaucoup tombées dans l'oubli. On a pris le parti de tout revisiter, pas de façon exhaustive évidemment, mais avec l'idée que... Enfin, en tout cas, c'est l'idée que moi j'ai, c'est qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'exclure a priori une tradition de pensée. On est à un stade où il faut quand même repenser beaucoup de choses à neuf. Et du coup, que toutes ces pensées, elles sont bonnes à réexplorer si on veut, voilà, un projet socialiste qui tienne la route dans les temps qui viennent. Voilà, je m'arrête. Voilà. Alors... y avait-il déjà des questions ou des demandes d'éclaircissement? Je crois que tu en avais, Pierre. J'en ai noté pendant la présentation. Bah vas-y. De ce que j'ai compris, donc, il y a de nombreux auteurs qui ont participé à l'écriture. Bon, la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est lorsque tu as parlé des différentes idéologies et des différents moments. Je me suis demandé, mais quelle était la méthode d'analyse de ces idéologies et de ces moments? Parce que c'est les idéologies en question, si on est rigoureux dans l'utilisation du mot, c'est l'expression de la lutte des classes à un moment donné, ou des forces en présence à un moment donné. Quelle a été la méthode de définition et d'analyse des idéologies socialistes, parce que ce genre de méthode permet d'expliquer à peu près, les courants, expliquer la naissance des mouvements, on pourrait dire de gauche ou de centre-gauche, des mouvements anarchistes à leur façon. Et puis c'était un peu la même question pour ce qui était des moments. Enfin, en fait, j'ai cru comprendre que c'était plutôt des dates. Donc, oui, autour de la date, mais donc les déterminations historiques qui amènent à cet événement, et donc cette date, etc. L'analyse matérielle quelle était la méthode d'analyse de ce qui s'est passé autour de cette date? Est-ce que c'était donc l'analyse matérielle des rapports de force autour de cette date, etc., où chaque auteur a fait, de sa propre tradition socialiste, de ce que j'ai compris, a fait à sa manière, et donc ce qu'on a, c'est le point de vue de telle tradition socialiste sur telle idéologie ou telle date. Auquel cas, après, tout le travail reste à faire au lecteur, qui est de dire, d'accord, c'est un anarchiste qui parle d'anarchisme, mais bon, maintenant, il faut essayer d'analyser le discours sur l'anarchisme. Voilà ma question. C'est globalement, est-ce qu'il y a une méthode, quelle est la méthode d'analyse? C'est bon. Oui, tu vas pouvoir répondre. Je voulais juste ajouter une question subsidiaire, mais qui pourrait être abordée complètement de manière distincte, que j'avais oublié de poser. Tu as évoqué le fait qu'il y a donc des historiens, philosophes, sociologues. Quid des aspects économiques
qui sont quand même assez importants, notamment dans la tradition marxiste. Mais ça, c'est question subsidiaire. Je vous laisse répondre à la question de Pierre d'abord. Alors, la première chose à dire, c'est que si on avait voulu faire un ouvrage marxiste à visée encyclopédique avec une méthode d'analyse marxiste de bout en bout, il aurait fallu qu'on écrive tout seul peut-être, ou à quelques-uns. On n'aurait pas, enfin, je veux dire, le champ universitaire ne compte pas suffisamment de marxistes pour faire une chose pareille. Et donc, pour le moment, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais pour le moment, voilà, on n'est pas le Parti social-démocrate allemand. Du début du XXe siècle, voilà, pas du tout. Donc on a fait quand même un peu avec les moyens du bord, à la fois, bon, parce que de toute façon, effectivement, parmi les gens qui travaillent sur le socialisme, il y a plein d'approches. Il y a plein d'approches effectivement disciplinaires, il y a des philosophes, il y a des historiens, il y a des sociologues, mais il y a aussi des politistes, il y a aussi des économistes. L'entrée sur le keynésianisme, sur la crise de 2008, elle a été écrite par un économiste, hein, si je ne me trompe pas. Donc il y a des différences disciplinaires, et puis évidemment il y a des différences du coup philosophiques, idéologiques de fond qui font qu'on n'a pas la même approche selon les entrées. Et oui, en l'occurrence, l'article anarchisme, il a été écrit par un anarchiste. Mais ce qui est assez normal en fait, parce que on travaille. C'est une bonne question. Non, mais bien sûr. C'est juste que mais le lire avec. Et il faut. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, ça se voit. C'est-à-dire, on voit bien que c'est des articles à thèse. Enfin, pas tous. Il y a des thèses plus ou moins fortes, mais. Par exemple, je pense notamment à cet article anarchisme. Bien sûr, c'est un article à thèse. C'est une défense et illustration de l'anarchisme. Alors nous, on a quand même veillé en tant que directeur, parce qu'après, voilà, après il y a les directeurs qui lissent un peu le tout. Quand on est tombé sur des trucs qui n'allaient pas pour une raison ou pour une autre, on a fait corriger, réécrire, etc. Donc on a quand même veillé à ce que effectivement le contenu déjà soit aussi informatif et précis que possible. Ça, c'était la première chose. Et puis que, parce que c'est ce que disait Jean Dumas tout à l'heure, mais ça c'est aussi vérifié dans le processus de rédaction lui-même, qu'il n'y ait pas d'impasse ou d'impensé sur certaines choses. Alors si on prend toujours ce fameux article, que l'auteur de la notice ne fasse pas l'impasse sur, par exemple, le rôle des anarchistes dans la guerre civile espagnole, où voilà, c'est la seule fois qu'ils s'approchent du pouvoir, et on ne peut pas dire qu'ils aient fait tellement de miracles. Donc au début, c'était pas mentionné. On a quand même veillé à ce que cet épisode-là soit au moins traité. Donc on a fait, c'est un exemple, mais voilà, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait des thèses, et l'auteur était libre de défendre sa thèse. Et bon, de toute façon, c'est aussi l'état du socialisme contemporain. C'est-à-dire que c'est un éclatement. À propos de ce dont vous parlez, là, l'anarchisme, voire les événements de la guerre d'Espagne ou autres, le principe quand même, c'est parce que c'est le principe académique, c'est que vous avez veillé à ce qu'il n'y ait pas d'inexactitude historique notoire. C'est ça, donc, pas d'impasse, pas d'inexactitude. Les faits sont valides. Après, les interprétations ou les commentaires regardent l'auteur de la notice. Et ce que je voulais dire, et puis après je te laisse la parole, mais ce que je veux dire, c'est que d'une certaine manière, on fait avec les forces en présence, et d'une certaine manière, effectivement, ce dictionnaire, j'ai dit tout à l'heure que on espérait, disons, élever le niveau de connaissance et puis permettre de faire un bilan, de faire un inventaire, etc. Mais c'est aussi, du coup, révélateur de l'état des forces en présence. Et l'état des forces en présence, c'est un éclatement très grand des différentes familles socialistes. C'est-à-dire que deux marxistes, aujourd'hui, alors ça a toujours été un peu le cas, mais peut-être aujourd'hui c'est encore plus vrai, n'auront pas forcément la même approche de telle ou telle idéologie. Donc il y a une pluralité de voix, c'est clair, mais honnêtement, je vois pas comment on aurait pu faire autrement, quoi. Voilà. Oui, mais je dirais, c'est parfaitement dialectique. Voilà. On peut le dire comme ça. Bien dit. Non, juste, je vais répondre aussi sur quelques éléments. Pour répondre davantage sur les côtés économistes, il y a des notices écrites par des économistes, mais il y en a moins objectivement que d'autres disciplines. Ça rejoint ce qui vient d'être dit, à savoir que dans le domaine de l'économie, les analyses ne serait-ce que critiques, sans aller jusqu'au marxisme, sont très très minoritaires.
est très marginalisé, ce qui rend plus difficile de trouver des personnes entre guillemets compétentes pour faire telle ou telle entrée, etc. D'ailleurs, de façon effectivement significative, il n'y a pas d'économiste qui co-dirige l'ouvrage. En soi, ça aurait pu être fait, mais c'est le reflet d'un certain nombre de choses. Alors effectivement, quand même, oui, je vois ce qui est dit, mais effectivement, on a veillé à faire en sorte que, quand il y avait des impasses trop fortes de part et d'autre, que l'on soit là un peu pour compléter, corriger, et quand il y avait par exemple des notices entre guillemets trop peu attentives aux faits matériels, à la sociologie des acteurs, ce genre de choses, de dire qu'il existait des travaux là-dessus et qu'il fallait en tenir compte dans l'analyse globale. Et au même titre que l'inverse est aussi vrai, que certains étaient peut-être trop, non pas trop matérialistes, mais parfois trop matérialistes au sens que vous savez, quand Marx critiquait les matérialistes grossiers, c'est-à-dire que genre, trop à considérer que toute considération théorique ou conceptuelle était du blabla d'idéaliste. Enfin, vous voyez, je caricature un petit peu, mais tout de même. Donc c'est vrai que c'est un équilibre qui est difficile à tenir. Et puis c'est vrai qu'après, ce sont des auteurs. On parle à un libraire, on sait ce que c'est un auteur. C'est que quand vous avez beaucoup d'auteurs, vous avez des auteurs qui tiennent à certaines choses, qui vont écrire d'une certaine manière. D'autres vont être très attachés justement au déroulement chronologique de tout ce qu'ils vont dire. D'autres vont vouloir davantage traverser l'histoire à travers telle ou telle notion. Donc c'est pas évident de tenir les différents aspects. Et voilà, c'est un pari de toute manière. Et c'est vrai que avec le recul, ce type d'ouvrage, oui, on dira « Ah, celui-ci, il était un peu trop ceci ou cela », ce qui sera rigoureusement vrai. Mais je pense que c'est un bon baromètre, parce que vous parliez un peu de décrypter, d'aller voir qui pense quoi, et quand on connaît bien, on va voir les choses assez vite. Mais je pense que c'est un assez fidèle reflet de ceux qui travaillent sur cet objet-là. Avec quand même, parce que j'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec un certain nombre de gens, surtout la dominante, c'est que certains vont trouver qu'il y a trop de place donnée au marxisme, à l'expérience soviétique, etc. Parce que la tendance actuelle de beaucoup de gens serait plutôt de parler que de certains événements plus consensuels, qui ne posent pas de problème, et d'exclure du champ du socialisme. Parce que vous faites une histoire des socialismes. Si vous le prenez au sens restreint, vous pourriez faire une histoire uniquement des social-démocraties, etc., dire que le communisme ne fait pas partie de l'histoire des socialismes. Ce qui est littéralement faux, parce qu'au 19e siècle, pendant toute une période, les termes se confondent. Oui, donc ils étaient tous sociodémocrates, et voilà, tout le monde y est. compris Lénine. Mais je pense que ce serait vraiment pas évident pour tout le monde. Et il est question de... on vient de citer Lénine, je pense que beaucoup qui... se lanceraient, enfin beaucoup, non, personne ne l'a fait. Donc, mais si d'autres s'étaient lancés dans une initiative du même type, avec des ambitions, si je peux dire, similaires, aurait probablement exclu de ce type de choses. Lénine, pas. Venir à ton secours. Mais, non, mais c'est gentil quand même d'y venir. Et de lecteur depuis longtemps, il n'y a pas des choses aussi aberrantes que ce qu'ont publié les éditeurs de sciences humaines ces dernières années, c'est-à-dire, par exemple, de demander à Stéphane Courtois ou à Jean-Jacques Marie de faire une biographie de Staline, ou à Courtois de faire celle de Lénine. Je veux dire, indépendamment des compétences assez nulles dans le cas de Courtois, nettement plus consistant dans le cas de Jean-Jacques Marie, par exemple, quand ils écrivent des ouvrages. Mais quand Jean-Jacques Marie fait une biographie de Lénine, par exemple, c'était évidemment un plaidoyer pro domo, mais c'est scientifiquement sérieux, etc. Évidemment, vous n'avez pas été demandé à quelqu'un dans son genre de nous écrire des articles sur Staline. Enfin, j'espère. Mais si, justement, si on l'a fait ça. Jean-Jacques Marie, justement. Ah, c'est lui. Oui. J'ai même pas fait attention. Ah, oui, voilà. C'est bien, c'est tout à fait. Non, mais là, excuse-moi, mais là, même d'un point de vue du sérieux académique, ça se discute. C'est très, très... Ça se discute. Oui. Mais nous avons d'ailleurs discuté avec lui, beaucoup. Ça fait partie des auteurs, et effectivement... Non, mais je connais bien. Oui, je sais bien, je me doute. Je me doute, absolument. Oui, ça devait être plus consensuel. Qui est nettement plus sérieuse. Mais il est venu aussi nous parler de Staline. Bon, on sait à peu près ce qu'il a encore raconté. Enfin, tout à fait. C'est quand même pas très scientifique ni très sérieux, là, ce qu'il raconte. Non, mais il y aurait des points de vue plus équilibrés, mais ce qui est certain... Oui, mais qui a écrit une biographie de Staline en français, en langue française, vivant? Oui, voilà, des auteurs. Il y a aussi ça, parce que après, on pourrait reprendre... Ça manque. Un appel à écrire une nouvelle biographie. Une dernière petite chose sur cette question, c'est par contre on a fait le choix d'exclure certaines choses. On a fait le choix d'exclure par exemple
les féminismes qui ne se revendiquent pas du socialisme, les antiracismes qui ne se revendiquent pas du socialisme. Et ça, c'est une spécificité parce que en ce moment, quand on a des histoires des gauches ou quand on a voilà, des pamphlets sur la gauche, on se retrouve avec tout un tas de sujets et tout un tas de gens qui n'ont absolument rien à voir avec la tradition socialiste, qui sont en fait soutenus par des gens de gauche, mais qui finalement n'ont pas grand-chose à voir avec l'histoire du mouvement ouvrier international depuis 2 siècles. Et c'est vrai que nous, on a pris le parti, on a des entrées féminisme, on a des féministes, on a une entrée race-racisme, et donc on évoque tous ces combats-là, mais vraiment on a cherché à ce que ce soit toujours en lien, que à la fois les concepts et les gens dont on parlait aient toujours un lien étroit avec les traditions socialistes. Nous avons eu des difficultés, sans citer forcément les noms, avec un certain nombre de notices sur ça, mais oui, mais c'est tout à fait vrai, parce que, et ça c'était, je ne veux pas trop leur passer de la pommade, mais les PUF, quand ils ont soutenu le projet, voulaient vraiment quelque chose autour du socialisme, des socialismes à l'université, et pas une histoire des gauches, parce que si vous faites une histoire des gauches, je fais des cours sur l'histoire des gauches. Donc, je fais des cours sur l'histoire du mouvement ouvrier et l'histoire des gauches. Donc, je les dissocie d'ailleurs. Je dis c'est pas la même chose, c'est pas la même option. Évidemment, il y a des choses qui se recroisent. Mais l'histoire des gauches, vous prenez une histoire des gauches qui est d'ailleurs très honnête dans l'ensemble, coordonnée et publiée à la découverte il y a une vingtaine d'années, qui est en poche maintenant. Mais l'histoire des gauches, en France, ça intègre, puisque gauche et droite étant des délimitations dans l'Assemblée parlementaire à l'origine, le spectre est très large. Les gauches, vous avez le parti radical, qui est hégémonique quasiment sur la gauche française, au sens de l'échiquier politique, des années 1870 aux années 1930. Mais je sais bien qu'il y a le parti radical et radical-socialiste, mais ce n'est pas socialiste au sens où on l'entend avec le socialisme par rapport à la propriété, aux inégalités sociales, etc. etc. Et par ailleurs, la gauche sert à désigner, par exemple, dans l'histoire des gauches de Candarbecker, vous avez quelque chose sur les gaullistes de gauche, puisque la gauche étant une des limites, donc ça peut aller très loin. Et donc, ça c'est important, c'est qu'on voulait se réapproprier et mettre ce terme-là un petit peu en avant. Parce que tu parlais du populisme de gauche, sans polémiquer non plus, mais vous avez volontairement un abandon de certains populistes de gauche et dirigeants politiques de l'adjectif socialiste, ne parlons même pas d'adjectif communiste, mais de toute cette histoire-là, en disant tout ça c'est terminé, c'est fini. Et ça peut être fait au nom de la gauche, donc c'est une histoire un peu longue. Bon, juste pour rebondir sur l'allusion aux gaullistes de gauche, il est clair que la plupart étaient beaucoup plus à gauche que nombre de nos socialistes. Oui, mais bien sûr, les chances se déplacent. L'époque qui avait précédé. Bien sûr. Des gaullistes de gauche sont beaucoup plus favorables à l'État et au service public que des sociodémocrates comme Jacques Delors, par exemple. Et la plupart ne s'étaient pas, contrairement à l'essentiel de l'appareil socialiste, radical-socialiste ou autre, mouillés pendant la période de l'occupation. Et disqualifiés en tant que, même pas seulement de gauche, mais tout simplement français, digne d'être respecté. Et juste, déjà, je me tais après là-dessus, mais quand on a commandé les notices donc à de nombreuses personnes, certains, initialement, nous avaient plutôt envoyé des notices de gauche, sur l'histoire des gauches, en citant des gens, et c'est ce qu'on a dit plusieurs fois, d'ailleurs les gens parfois pas très contents, mais vous citez des gens qui n'ont aucun rapport, qui sont totalement extérieurs à toute tradition socialiste, mais même social-démocrate, voyez. Et c'est vrai qu'on voit bien que le dialogue est parfois compliqué. C'est pas pour dire il y a les bons, il y a les mauvais, là, mais attendez, mais vous pouvez pas absolument tout mélanger. C'est comme, vous savez, il y a beaucoup d'histoires des mondes ouvriers, il y a le renouvellement de l'histoire sociale, c'est très bien, c'est très intéressant. Mais je dis toujours ça, c'est pareil, je dis ça à mes étudiants, les mondes ouvriers, et même si c'est pas évident à comprendre, ce n'est pas le mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier, c'est quelque chose de structuré, organisé, des syndicats, des coopératives, des partis. Après, vous pouvez discuter de la ligne. Mais quand vous faites de l'histoire sociale des mondes ouvriers, alors justement, on dit c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus intéressant. Le mouvement ouvrier, ça, c'est vraiment un truc de ringard et tout. C'est un débat. Mais c'est important d'avoir des délimitations. Sinon, effectivement, tout est dans tout, tout se vaut. Et n'importe quel auteur... effectivement vaguement de gauche sur telle ou telle chose, est à prendre à égal avec un théoricien d'une certaine ampleur socialiste. Je reviens quand même, mais ce sera la dernière fois, je voilà. te promets, sur le choix de Jean-Jacques Marie pour écrire sur ce livre-là. C'est quand même... Non, parce que vous avez choisi des anars ou un anar, c'est parfaitement homogène pour écrire un article sur l'anarchisme. Vous auriez pu prendre à ce moment-là un stalinien pour vous parler de Staline.
mais pas Jean-Jacques Un Marie. appel à la deuxième édition. J'en connais personnellement des historiens tout à fait notoires et très sérieux et qui auraient pu vous dire quand même autre chose que la daube de Jean-Jacques Marie sur sa ligne. Faut quand même. Je suis pas d'accord là. Oui, non, mais je sais bien, vous êtes obligé de le défendre, mais enfin bon, je le connais très bien et d'ailleurs il regardera ça. On a regardé ça avec attention. Non, mais on invite Jean-Jacques à venir. non, et puis tu verras, si tu invites Annie Lacroix-Rie, il refusera absolument de venir parce qu'il aura très peur. Hein. Il me l'a dit lui-même, hein, il aura la pétoche. Même avec des gants de boxe, il hésitera. Et pourtant, c'est un grand gaillard. Bon, on oublie Jean-Jacques Marie et donc les sujets qui fâchent autour de Staline. Il y avait peut-être... Vas-y, alors tu avais une question. Oui. Voilà. Comment vous expliquez que, par exemple, un événement révolutionnaire comme la Commune soit autant mis en avant, prisé par les médias, par les bobos de d'autres genres? On en a parlé de ça avant. C'est pas ça. Ma question, c'est pourquoi? Pourquoi d'autres événements, par exemple, comme la Révolution chinoise, et au contraire, alors là, pas seulement critiqué, honni, méprisé, etc. D'ailleurs, vous me semblez préférer la révolution bolchevique que la révolution chinoise, puisque vous parlez que de la révolution d'octobre. Mais pourquoi il y a ce rejet, enfin cette espèce de rejet? Et on a eu un très bel exposé, malheureusement, d'une personne qui vient de mourir, Cécile Winter, sur la grande révolution culturelle, c'était ici, avec un livre absolument prodigieux qui raconte l'ensemble justement de la révolution culturelle et les mensonges qui continuent à dire et à être dit, redit, etc. Donc pourquoi cette différence de traitement en fait dans des processus qui sont quand même, la révolution chinoise c'est quand même, à mon avis, plus important même que la Commune. Oui, alors... La révolution chinoise de 1949, c'est le plus grand soulèvement paysan de l'histoire humaine, qui amène à un bouleversement considérable des rapports de propriété et du pouvoir politique. Son importance, comment dirais-je, historique, même formelle, je suis d'accord avec vous là-dessus, et sans commune mesure avec évidemment l'impact de la Commune de Paris en France en 1871. Enfin, en fait, l'idée même de comparer, d'une certaine manière, d'un point de vue historique un peu froidement, n'a pas de sens. Oui. La révolution culturelle. Oui, tout à fait. Mais pour revenir, parce que nous, on a fait une entrée sur 1949, qui est... Bon, en plus, il y a aussi la création de RFA-RDA, donc c'est la guerre froide et autres. Donc on n'a pas spécialement minimisé la place de la révolution chinoise. Simplement, la révolution bolchevique a une antériorité. Enfin, il n'y aurait pas eu de révolution chinoise sans révolution bolchevique. Enfin, je dis une banalité, mais donc le siècle est quand même plus surdéterminé, le XXe siècle, par la révolution soviétique et le modèle soviétique que par à proprement parler la révolution chinoise. Après, pourquoi les sujets fâchent plus? Bon, bah écoutez, comment comparer une expérience où les gens, d'une certaine manière, émettent toute une série d'idées, mais ne sont pas au pouvoir, ou très peu, très marginalement à l'échelle d'une ville, avec des partis politiques qui prennent le pouvoir, qui occupent des responsabilités pendant très longtemps, et dans le cas de la Chine, qui occupe des responsabilités jusqu'à nos jours, et qui, évidemment, ont fait toute une série d'actions que l'on peut contester, et qui, pour moi, de ce point de vue, sont contestables. Moi, je ne suis pas du tout un amateur de la révolution culturelle chinoise, même si je pense que le modèle chinois a des choses à nous dire. Bon, bah, on n'est pas dans la même situation géopolitique. Je veux dire, la Chine, désormais, comment dirais-je, provoque des réactions extrêmement hostiles de part et d'autre, tout simplement parce que c'est devenu une grande puissance qui n'a quand même pas beaucoup d'équivalent dans l'histoire du XXe siècle. Donc évidemment, comparer ça avec le charme des idées de la Commune de Paris initiale, bon, tout ça n'a pas grand-chose à voir en termes d'importance historique. L'ignorance sur les deux faits. Oui, bah vas-y. Mais les révolutions chinoises ne sont absolument pas absentes du livre. Ah, pas du tout, non, on a Mao et 1949, et on en parle aussi beaucoup dans... Il y a une entrée 68. Il y a une entrée 68, où il en est question de la révolution culturelle, effectivement, et de son influence
partout dans le monde, et il en est question aussi dans les processus de décolonisation, car comme vous savez, la voie chinoise a aussi beaucoup influencé et s'est mis en Afrique. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a un rapport particulier depuis un demi-siècle entre la Chine et un certain nombre de pays d'Afrique, quoi que l'on pense des évolutions des rapports entre les deux. Donc c'est pas du tout absent. Et pour nous, ce sont des événements à prendre au sérieux, quel que soit le point de vue, encore une fois, que l'on a dessus. Mais si vous parlez au sens plus large, il est clair que, je veux dire, on préfère, enfin, je sais pas comment dire, il y a un goût pour les expériences. C'est la gloire des vaincus, quoi. Enfin, c'est comme regarder, prenez Rosa Luxembourg, qui est très intéressante. Il y a une entrée de Rosa Luxembourg. Moi, je considère que c'est une théoricienne de premier plan de la social-démocratie allemande, etc. Mais tout le monde l'aime bien quasiment parce qu'elle est morte. Enfin, tout le monde, beaucoup de gens à l'époque, il n'y a pas que des gens qui l'aimaient, sinon elle ne serait pas morte. Mais aujourd'hui, quand même, énormément de gens. La mienne, elle est une figure relativement consensuelle, non pas parce qu'elle était consensuelle elle-même à l'époque, loin de là, mais parce qu'elle meurt en victime, c'est une martyre, et qui quand même meurt avant que toute une série de questions fondamentales se posent. C'est comme Jean Jaurès, vous savez, Jean Jaurès, tout le monde l'aime bien aujourd'hui, il est au Panthéon, vous savez, mais Jean Jaurès, il y a un excellent petit livre qui s'appelle Jaurès et ses détracteurs. Jaurès, il s'est fait insulter, calomnier parce qu'il critiquait l'empire colonial, parce qu'il était pour la paix, et vous avez une célèbre de l'Action française de Maurras, qui appelait au meurtre de Jaurès, parce que c'était pas encore tout à fait condamnable par la justice d'appeler au meurtre d'un homme politique à ce moment-là. Tuer Jaurès, donc. Mais Jaurès, il n'y a pas plus consensuel que Jean Jaurès aujourd'hui. Mais il a été transformé dans un certain cadre par toute une série de courants dans une figure consensuelle. Mais il ne l'est pas à l'époque. Et Rosa Luxembourg, c'est un peu pareil. Et Jean Jaurès meurt le 31 juillet 14, avant le déclenchement de la guerre, avant la révolution bolchevique, avant toute une série de sujets où s'il avait probablement pris position, je peux vous dire qu'il n'aurait pas été aussi consensuel. Je ne sais pas quelles sont les positions qu'il aurait prises, mais il n'aurait pas été bien aimé par tout le monde a posteriori. Donc il y a ça qui joue beaucoup, je pense. Madame voulait parler. C'est très bref. La comparaison entre Jaurès et Rosa Luxembourg. Jaurès avait des détracteurs, surtout de droite, d'extrême droite, ceux que tu as cités, etc. Tandis que Rosa Luxembourg, c'était des polémiques parmi ses propres amis, à commencer par Lénine. Tout à fait, absolument. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que la situation où effectivement la Commune de Paris suscite beaucoup plus d'intérêt et fait vendre beaucoup plus de livres que les autres événements, c'est significatif à mon avis d'une situation où le mouvement socialiste au sens large est sur la défensive, où on a en fait, si on regarde les 40 dernières années, finalement, on a donc l'Union soviétique s'est effondrée, le mur de Berlin est tombé, etc. Donc on a eu une fin de ces régimes qui ont évidemment eu des conséquences qui ont fait que le Parti communiste petit à petit a perdu de plus en plus, etc. Donc, mais on n'a pas vraiment fait l'inventaire de tout ça. Au fond, on n'a pas vraiment, il n'y a pas eu de réflexion collective qui aurait pu avoir lieu dans le cadre des partis, mais qui de fait n'a pas vraiment eu lieu. Et aujourd'hui, les militants de gauche, même les militants issus de cette tradition du Parti communiste, etc., sont sur la défensive et donc ils n'ont pas envie de discuter des expériences compliquées, des expériences ambivalentes où il y aurait du pour et du contre, etc., et donc des leçons à en tirer. Ce travail-là n'a pas été fait. Et du coup, moi j'ai l'impression qu'on se replie sur des épisodes qui ne posent pas de problème. Voilà, finalement, c'est consensuel parce que les protagonistes sont sympathiques, ils n'ont pas tué grand monde, ils n'ont pas fait grand chose finalement. Enfin, ils ont fait quelques petites choses, mais pas grand chose. Mais du coup, on va pas se faire attaquer, on va pas avoir besoin d'argumenter sur le fait qu'on aime bien les communards, quoi. Donc moi, je trouve que c'est significatif d'une situation où on est en déficit de connaissances historiques, de débats politiques et surtout de gens qui ont envie de tirer des leçons d'expériences qui, ça peut nous plaire, ça peut pas nous plaire, mais ça a été là, quoi. Pour plus soyer et illustrer ce que tu viens de dire, pendant la période donc, je dirais intense de publication et de médiatisation commémorative de la Commune, j'ai eu des tas de gens, y compris des petits camarades communistes, qui me demandaient de leur indiquer les ouvrages et les auteurs qui allaient expliquer comment en fait pratiquement toutes les idées communistes actuelles datent de la période de la Commune.
Elle leur a dit mais non, il n'y a pratiquement rien. Les communards, au-delà indépendamment de leurs immenses mérites et du respect qu'on leur doit, ils ont essayé de se démerder pendant 2 mois pour survivre et ils n'ont pas inventé grand-chose. La plupart des choses, ils ont fait avec ce qu'ils avaient, y compris d'un point de vue conceptuel, théorique et politique. Et ça, c'était très décevant pour mes interlocuteurs, y compris des communistes. Hein. Quand j'aurais dit ça, alors j'aurais dit, bah, si vous voulez avoir une analyse critique qui inscrive la commune strictement dans l'histoire du socialisme, a fortiori du communisme et du marxisme, bah, lisez Marx, qui a quand même écrit pas mal là-dessus, ainsi que Engels. Et là, ils étaient très déçus. Voilà. Non, bien sûr, mais c'est vrai que... Bon, c'est un symptôme de l'époque, le fait de s'intéresser plus à certains épisodes. Donc, vous savez, je prends toujours cet exemple-là aussi, puisqu'on parle de la commune. D'abord, sur la commune, je pense qu'en plus, fondamentalement, cet épisode aurait plutôt été oublié historiquement si justement tous les communistes, entre guillemets, orthodoxes, pendant des dizaines d'années, n'avaient pas rappelé son souvenir. Donc c'est une sorte de retour terrible de l'histoire. C'est que quand tout s'est un peu effondré, tout le monde trouve que la commune c'est génial et qu'il faut la célébrer, alors que ceux qui la célébraient plus, c'était ceux qui disaient il faut les célébrer parce que c'est des martyrs, mais il faut aller plus loin. Je pense au centenaire de 1971, où c'était une approche critique, mais qui la valorisait. Alors, et pour revenir à 1971, il faut savoir qu'en 1970, donc l'UNESCO à Paris organise une immense exposition en l'honneur de Lénine, pour le centenaire de Lénine, avec l'aide évidemment de la partie soviétique, mais de toute une série de pays, et ça fait tout à fait consensus à l'époque, à l'échelle internationale, que Lénine est une figure éminente, respectable. Si vous lisez, il y a un florilège d'hommes politiques de droite français qui disaient à l'époque, mais bien sûr, Lénine, quel grand homme, on peut rien dire. Parce qu'on opposait à Staline à l'époque. Pas que, c'était le fondateur, soviétique. Oui. Et et puis derrière, le fondateur de l'État qui a gagné la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. Et donc, à ce moment-là, les tirages des ouvrages de Lénine égalaient ou dépassaient même ceux des grands textes des monothéismes, hein, du Coran, de la Bible, etc. Ça paraît loin, Et oui, non mais c'était l'UNESCO, dans l'exposition, il y avait écrit ça. Quand nous lisons Lénine, nous parlons d'un auteur. Bon, bah, il y a la Bible, il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran, le Torah, etc., de certains textes. Et Lénine, voilà, ça allait ça nous paraît complètement lunaire, ça vous fait même marrer. Mais c'était très sérieux, c'était des tirages, et du fait qu'il était considéré comme quelqu'un d'absolument incontournable, un penseur stratégique majeur. Je ne saurais pas exactement vous dire si les gens en tiraient vraiment quelque chose, qu'ils le lisaient beaucoup, mais est-ce que tous les catholiques ont lu entièrement la Bible? Non, donc vous voyez, c'est pas le rapport au texte et à l'appartenance, c'est toujours compliqué. Mais bon, on change très vite de conjoncture quand certains événements arrivent, y compris dans l'histoire qui nous concerne. Donc par exemple, ceux qui par principe refusent de regarder Lénine, de le lire, d'essayer de le comprendre, même sa pensée interne, je dirais presque même indépendamment des conséquences sur le système soviétique, etc. Bon, mais on se prive, par exemple, d'un penseur hors pair, d'un stratège, d'un penseur politique de très haut niveau, à mon avis, qui est très intéressant pour toute une série de choses. On espère d'ailleurs pouvoir parler avec des collègues de ça et des amis, de pouvoir publier des ouvrages autour de ça dans les prochaines années, parce que quoi que l'on en pense, c'est quelque chose d'important. Et on ne peut pas, sous prétexte qu'il y a eu des expériences qui n'ont pas fonctionné, qui ont été regrettables par bien des aspects, mais exclure tout ça du champ de l'histoire, hein, c'est pas possible. Voilà. Mais une des choses, quand même, qui ne va pas à gauche, moi je trouve, c'est qu'on est passé finalement au cours du XXe siècle, on est passé de l'adoration à critique, où effectivement, alors on achète Lénine puis on le met dans sa bibliothèque comme la Bible. On est passé de ça à d'abord le rejet, etc. Et puis l'oubli maintenant. Donc ce qu'on aimerait bien contribuer à impulser, c'est une attitude qui est plus critique, plus dialectique, dirait notre hôte, par rapport à l'histoire et aux grandes figures et aux épisodes controversés, quoi. Et puis faire sortir un petit peu de l'oubli d'autres, parce que là on parle aussi, il y a des épisodes très valorisés, il y a des gens qui ont été très connus, très dévalorisés, puis vous avez des marxistes qui peuvent être intéressants, comme Maria Tegui par exemple, dont on a réédité quelques textes récemment, latino-américains, qui ont une réflexion assez spécifique, plutôt intéressante. Donc on a aussi quelques auteurs comme ça, on a Awa Keïta, une dirigeante communiste malienne qui est très peu connue aujourd'hui, mais qui a joué un grand rôle à l'époque dans le socialisme africain. Il y a aussi ça, hein,
Amilcar Cabral, qui dira plus grand-chose à grand monde aujourd'hui, mais qui était très connu dans les... Enfin, ah ben non, mais oui, Dominique, je me doute. C'est personnel, mais voilà. Mon passé africain. Voilà, exactement. Mais ça, c'est des figures qui étaient extrêmement connues, qui étaient élues. Maspero éditait ces textes-là. Alors, c'est pas le stade de notoriété des dirigeants soviétiques ou chinois, mais quand même, c'est important. Non, c'est totalement... à une certaine époque, il était extrêmement notoire. Bien sûr, et j'avais... Complètement oublié aujourd'hui. Complètement oublié. Bon, là, par exemple, on a une collègue, alors ça, c'est dépendant des auteurs. On a cherché, j'ai dit, il faut quelqu'un sur Cabral, et on a trouvé quelqu'un, mais c'était pas évident. Non, je disais simplement qu'on a aussi essayé d'intégrer aussi à cette histoire plutôt des oubliés, y compris des oubliés qui à une époque ont une grande notoriété, comme Amilcar Cabral, guinéen, qui a une grande importance, qui a eu une grande importance même théorique pour toute une série de socialistes africains à ce moment-là. Ou même quelqu'un qui aujourd'hui pour nous, pour ceux qui connaissent, nous paraît encore très connu, mais je ne suis pas sûr que dans les jeunes générations ça dise quelqu'un comme Ho Chi Minh aussi, qui a joué évidemment un rôle pour le Vietnam, bon ça va sans dire, mais qui avait une notoriété internationale et qui a écrit des textes, entre parenthèses, moi-même je connais Sema jusqu'à une période récente, assez intéressant sur la critique du colonialisme français. Et très tôt dans sa carrière. Bien sûr. Donc, y compris en France. Voilà. Et là, nous parler toujours évidemment d'histoire postcoloniale, etc. Bah, si on veut donner la parole à des colonisés qui parlaient des situations dont ils connaissaient et qui ont été critiques précoces des impérialismes, là on en a quand même quelques-uns tout à fait intéressants. Donc c'était aussi ça, quoi. Oui, on va nous parler beaucoup, par exemple, aujourd'hui de Frantz Fanon. Oui. Mais curieusement, pas des gens, et la liste est longue, qui ont eu réellement, effectivement, une action politique concrète, parfois positive, en tout cas, et voire même décisive, et ceux-là, évidemment, sont complètement oubliés. Complètement, c'est entièrement d'accord. Voilà. Y avait-il maintenant d'autres questions ? Oui, donc vous aviez dit qu'il fallait faire un bilan d'étape. Alors, bon, ma question est tout naturellement, quel est le bilan alors ? Quelle conclusion tirez-vous de tout le travail théorique et historique que vous avez fait et qu'ont fait tous les co-auteurs ? C'est-à-dire aujourd'hui, finalement, il y a des questions, il y a des problèmes qui se posent à nous dans notre situation. Donc, j'imagine que vous avez fait ce livre dans le but d'aider à les résoudre à votre manière. Donc, ma question est quelle conclusion en tirez-vous ? Et je la complète juste de ceci, donc où je reformule un petit peu le même genre de question pour dire oui, cette histoire continue. Y compris aujourd'hui, mais la question corollaire, c'est à peu près comment la faites-vous débuter ? À partir d'où démarrez-vous les notices ? Alors la première question est la plus simple. On a fait remonter les notices à la Révolution française, en fait. En gros, alors ça ne veut pas dire que sur certains articles, je pense par exemple à la notice République, on remonte un peu plus tôt, on parle un peu des républiques de l'Antiquité, mais globalement, le démarrage de l'histoire des socialismes, c'est la Révolution française. Alors en fait, il y a 30 ou 40 ans, c'était une évidence pour tout le monde, que les grands courants du socialisme, le socialisme au sens l'égalitarisme, le communisme et l'anarchisme, sont nés dans le sillage de la Révolution française. Les premiers penseurs qui portent ces projets-là tirent leurs conclusions au soir de la Révolution française, on va dire. Et on s'arrête, à suivre. En 2008, la dernière date, c'est 2008. Donc on a été jusqu'à la crise des subprimes. Voilà, parce qu'après, ça devient compliqué de faire vraiment de l'actu. Enfin, c'est plus de l'histoire, c'est de l'actualité, voilà, d'analyser à chaud. Donc, ça aurait voulu dire un peu une autre orientation à notre livre. Pour ce qui est des conclusions, déjà, je ne sais pas si on aura forcément tous les mêmes. Je ne sais pas. Moi, il me semble, je pense. Mais là, je parle vraiment en mon nom personnel. Je pense que on a l'idée qui est derrière tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses de la tradition socialiste qui ont été abandonnées à tort. Et une des choses, moi, qui me paraît un des dossiers qu'il faut rouvrir, c'est la question du parti.
parce que ces dernières années, on a assisté au déclin des partis, et notamment des partis socialistes, communistes, et puis même les plus petites organisations ont toutes connu un déclin et une difficulté à fonctionner en tant que parti, c'est-à-dire avec une démocratie interne, qui veut dire qu'on discute, mais qui veut aussi dire qu'on prend des décisions et qu'ensuite on s'y tient, quoi. Et qu'on fait quelque chose, voilà, et qu'on fait quelque chose, et que c'est pas chacun, voilà, c'est pas chacun dans sa municipalité. Voilà, qu'on fait quelque chose ensemble. Et moi, une des choses un des enseignements que je tire de tout ça, c'est que, voilà, on a beaucoup critiqué la forme parti, on a beaucoup théorisé, et notamment les populistes de gauche, qu'il fallait en finir avec la forme parti. Moi, il me semble que aujourd'hui, on assiste non pas à un renouvellement, mais à une décomposition, en fait, à la fois idéologique, organisationnelle et une paralysie. Donc, une des choses un des enseignements, mais il y en aurait bien d'autres, mais que moi je tire de tout ça, c'est qu'il y a une richesse, y compris organisationnelle, qu'il nous faut retrouver. Et comment dire, on a des expériences qui sont là encore à la fois positives et négatives. Il y a des dérives bureaucratiques, il y a tout ça. Donc tout ça, c'est des choses dont il faut tirer des leçons, mais que, en tout cas, à mon avis, la forme parti ne peut pas être abandonnée, ne peut pas être dépassée, ou en tout cas, à mon avis, on n'a rien trouvé de mieux jusqu'ici. La conclusion, et je pense que tout le monde va être d'accord, oui, abandonner la forme parti peut-être, c'est une question posée depuis longtemps, mais qu'est-ce qu'on a proposé d'autre jusqu'à maintenant? Voilà. Pas grand-chose. Alors après je te laisse la parole après, mais après il y a des questions que moi j'estime extrêmement importantes et urgentes de traiter, mais qui peuvent pas trouver de réponse. Enfin, moi, à l'échelle de mon individu, je me sens pas de répondre aux questions, mais par exemple, c'est des choses auxquelles je réfléchis souvent, mais qui, je pense, justement, ne pourront être réglées que dans le cadre d'une réflexion collective structurée, c'est-à-dire probablement dans une forme partidaire, qui sont les défis de notre époque, notamment comment est-ce qu'un parti socialiste aujourd'hui s'adresse aux classes populaires qui sont extraordinairement éclatées par rapport aux périodes précédentes, aux 30 Glorieuses, où on avait des grandes usines avec des milliers d'ouvriers qui avaient des conditions de travail similaires, qui avaient un lieu de travail similaire, etc. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette phase. Enfin, la société a complètement évolué. Il y a toujours des classes populaires, mais comment s'adresser à elles, par quel boulet prendre, comment les amener au socialisme, ça c'est quelque chose. Enfin voilà, nous on a dirigé ce bouquin pour donner des pistes, notamment encore une fois organisationnelles, mais c'est clair que ces questions-là, on peut pas les résoudre. Je pense, on peut pas les résoudre, même à 80 auteurs. C'est pas dans un cadre érudit, académique, ni des intellectuels. Ouais, c'est pas l'objet du livre, mais c'est pas non plus, ce que je veux dire, c'est que c'est pas des intellectuels isolés, à mon avis, qui peuvent répondre à cette question. Voilà, donc c'est un élément. On apporte cette contribution au débat, mais évidemment, on n'a pas vocation à répondre à toutes les questions avec l'histoire globale, quoi. Juste pour ajouter un tout petit mot, comme je le disais précédemment, c'est moi qui ai rédigé la notice sur le parti avec un autre collègue, et la conclusion est très proche de ce que l'on vient d'entendre. Parce que, le problème, parce que comme on est dans un univers social extrêmement éclaté, souvent, toute une série de gens disent, comme tout est éclaté, socialement, idéologiquement, que l'individualisation de toute une série de choses a considérablement progressé. Les partis politiques et le collectif qu'ils représentent ne sont plus adaptés à la situation matérielle. Du coup, on peut même faire une analyse matérielle disant le matériel est tellement éclaté que de toute manière, vos conséquences politiques de faire des partis d'orientation sont seraient des choses entre guillemets complètement vaines. Et là, ce qui est intéressant de faire de l'histoire sur la longue durée, sans comparer la situation actuelle au 19e siècle, où évidemment, d'une certaine manière, les choses étaient quand même beaucoup plus tragiques, même en termes d'espérance de vie, de rapport de force, etc. Si vous voulez, c'est pas la première fois non plus que le socialisme est confronté à un niveau d'éclatement social très hétérogène. On parlait aussi de la Chine et de l'aggiornamento que ça a été, qui a contraint les communistes chinois à dire il n'y a presque pas d'ouvriers, il n'y a presque pas de monde urbain, donc on a un monde social de petits paysans, qu'est-ce qu'on fait avec cela? Toutes ces questions-là se sont reposées à plusieurs reprises, mais sauf que, qu'est-ce qu'il y avait effectivement des organisations
avec des gens en leur sein qui étaient des théoriciens, mais des théoriciens qui avaient la vocation d'être un minimum reliés à des univers sociaux et des organisations politiques. Et là, effectivement, ce qui est particulièrement inquiétant dans les renouveaux récents, bon, à mon avis, ça n'a pas duré très longtemps, des populismes de gauche, etc., c'était on liquide l'idéologie, on liquide le parti, enfin on liquide à peu près tout, sauf le leader, bien sûr, parce que lui, il est tranquille comme ça. On invente des méthodes très nouvelles, informatiques, tout ce que vous voulez, mais en fait, tout ça, c'est antisocialiste, c'est-à-dire qu'on revient à des choses qui en réalité fonctionnent moins bien que ce qui a pu exister à une époque. Alors, sans dire qu'il faut reproduire très exactement ce qui a été fait à d'autres époques, on ne peut pas non plus liquider tout l'héritage et tout l'inventaire, sinon c'est trop facile, parce que on considère qu'a priori, ce qui a marché un temps n'a plus aucun rapport avec la situation, ne peut plus marcher. Mais c'est trop facile, on avait un autre débat, là, fait un peu animé, parfois la fête de l'UMA, sur la question de coordonner toutes les luttes minoritaires, etc. Faire converger toutes les luttes possibles et imaginables. Alors, on a d'autres droits à tous les sujets, sur toutes les thématiques, tout ça est passionnant. Et ils ont l'air de découvrir la Lune en disant « Ah mais vous, au monde, a découvert que tout était très diversifié. Les autres sont des archéos qui pensent qu'il n'y a que des grosses structures. » Enfin, quelle ignorance! Parce que le socialisme est précisément né dans un monde où tout était éclaté, où l'écrasante majorité de la population n'était même pas en milieu urbain, en Europe occidentale, il y avait des petits artisans partout, etc. Et pourtant, le socialisme est né dans cette atmosphère-là. Donc, vous voyez, il n'y a pas de corrélation des faits entre entre le monde social et l'idéologie politique. Donc il faut avoir un certain courage politico-idéologique d'affirmer certaines choses. Sinon, effectivement, on pourra toujours dire que tout est éclaté, tout est compliqué. Voilà. Et là-dessus, et je me tais ensuite, quelqu'un comme Lénine est intéressant parce que c'est du volontarisme. Hein. C'est du volontarisme de dire qu'est-ce que l'on fait stratégiquement à un moment donné dans un monde. Donc voilà, après on peut critiquer. Mon approbation, surtout du livre, parce que justement ce qui fait l'intérêt d'un livre comme ça, qui jusqu'à maintenant n'a pas d'équivalent, n'avait pas d'équivalent, c'est de commencer à instruire le procès en donnant tout le dossier, justement, aux générations qui vont maintenant hériter du bébé et de l'eau du bain, et au moins d'essayer de les informer à peu près convenablement, parce que le gros problème, c'est celui que tu viens de souligner, c'est l'espèce d'ignorance crasse, généralisée de beaucoup des... Là, au moins, dans ce livre-là, ils ont une espèce de synthèse sur laquelle on peut débattre. Il faut débattre, justement, discuter, être en accord ou désaccord, mais en tout cas, savoir à peu près de quoi on parle, plutôt que d'entendre les niaiseries ignorantes, assourdissantes aujourd'hui, qui couvrent absolument tout le soi-disant débat autour de ces convergences absurdes entre neuneux qui errent dans une confusion générale, étant d'abord et surtout complètement ignorants de leur ignorance. Il y a une chose aussi qui fait partie des leçons un peu implicites, mais on parlait tout à l'heure de l'antiracisme, du féminisme, etc. L'idée quand même du dictionnaire, c'est de montrer que ces formes de lutte ne peuvent être efficaces que si elles sont arrimées à un projet d'émancipation sociale plus large, quoi. Il y a aussi cette façon, enfin nous ce qu'on a envie de dire, c'est que la nécessité d'articuler des questions de discrimination comment dire, qui peuvent exister dans la société à, disons, la discrimination ou disons l'injustice ou l'inégalité structurelle qui est l'inégalité sociale, moi ça me paraît indispensable pour des raisons d'efficacité, ne serait-ce que pour ça, non pas parce que forcément il y aurait des luttes qui seraient plus légitimes que les autres, mais tout simplement parce que on est dans une société capitaliste. Et donc on ne peut pas faire l'impasse, même si on s'intéresse à toutes les telles discriminations, on ne peut pas faire l'impasse sur le clivage majeur qui traverse la société, quoi. Donc, enfin voilà, c'est aussi une des choses qu'on a essayé de faire comprendre, je crois, à travers notre approche des féminismes, des antiracismes, de l'anticolonialisme, etc. Alors, une dernière petite question. Il y a un consensus pour dire que l'héritage socialiste en France se porte mal. Je voulais savoir, est-ce que vous avez étudié à l'échelle mondiale ce qu'il en était? Ah voilà, la question est claire. Aujourd'hui. Oui, alors moi, si on prend le socialisme au sens large, y compris les formes diverses de social-démocratie, bon, je ne suis pas un grand amateur de M. Scholz et de la social-démocratie allemande actuelle, mais je constate, c'est un parti qui a beaucoup plus une base sociale ouvrière que le Parti socialiste français.
dont on a annoncé déjà à plusieurs reprises la disparition totale. Et il y a quelques journalistes dont il faut mieux taire les noms pour eux, hein, ce sont des sympathiques, qui annonçaient que le parti pirate ou je ne sais quelle pitrerie de la gauche radicale allemande allait passer devant tout le monde très très rapidement et que les Verts allaient automatiquement gagner les élections. D'abord, les vieilles social-démocraties résistent, que ça nous plaise ou non. Le même week-end, vous avez dans la deuxième ville d'Autriche, Graz, qui est une vieille ville ouvrière et industrielle, bon, moins ouvrière et moins industrielle qu'à d'autres époques, mais qui est notamment une ville étudiante où il y a beaucoup de précarité dans le logement. Il y a une communiste, et le Parti communiste autrichien n'est pas un grand parti communiste. Hein. Il n'a jamais été, mais il a été régionalement, il a été très fort dans... Il a existé, il a été très courageux pendant la résistance, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais je passe sur un certain nombre de choses. Et vous avez un milieu militant, avec à sa tête une femme très dynamique, qui a fait une campagne sociale sur le logement, alors qu'il y a beaucoup d'immigration et tout, en plus à Graz, etc., et qui a été par-dessus ça, et qui a écrasé les conservateurs dans ce qui était une ville qu'ils ont dirigée pendant longtemps, même si en fait Graz est une vieille ville social-démocrate à la base. Il y a des éléments comme ça. Après, à l'échelle internationale, qu'est-ce que l'on peut dire ? Je ne vais pas faire la liste de tous les pays. Je discutais avec un collègue hier qui connaissait très bien la situation politique japonaise, ce qui n'est pas mon cas, qui me disait que par exemple, un des grands partis d'opposition au Japon, qui reste très implanté, très fort, c'est le Parti communiste japonais, qui joue en fait un rôle historique un peu bizarre, parce qu'il n'y a jamais eu vraiment de social-démocratie, donc qui a joué à la fois le rôle d'un parti communiste d'opposition et qui a englobé l'espace social-démocrate. Mais quand on regarde de près, il y a toute une série de choses qui méritent examen. Parce qu'on dit, ah oui, tout ça c'est fini, c'est la crise généralisée, mais enfin non, enfin regardez. Et puis après, on peut discuter de, effectivement, il y a la Chine qui se dit socialiste, qui se dit marxiste, bon, ça nous fait peut-être pas plaisir, c'est peut-être pas la façon dont on envisage les choses, mais ça existe, il faut en tenir compte. Elle est reconnue comme telle par les spécialistes tout à fait libéraux et de droite les plus compétents. Oui, non mais voilà, donc on peut discuter de toute une série de choses, mais voilà, l'histoire de tout ça ne s'est jamais terminée et n'est pas terminée. Même si vous prenez effectivement les rapports de force aujourd'hui, évidemment, ce qu'il n'y a pas par rapport à d'autres époques, c'est un modèle clé, un ou deux modèles clés qui portent les partis politiques de façon structurée, idéologiquement, bien sûr. Mais ce n'est pas vrai non plus que rien n'existe. Vous voyez, bon, je vous ai dit, je fais de la lubie sur l'Autriche, mais enfin c'est un pays qui m'intéresse beaucoup. Vienne a été dirigée sans discontinuer par la social-démocratie, sauf évidemment pendant l'austro-fascisme et le nazisme. Ils ont une des premières, enfin une politique de logement social extrêmement offensive dans les années 20, et jusqu'à nos jours, c'est une des très rares capitales où le logement est aussi peu cher, c'est du volontarisme politique, social-démocrate. C'est pas forcément ma tasse de thé surtout, mais ça existe. Donc tout ça mérite attention. Il y a des partis communistes d'opposition dans un certain nombre de pays qui existent aussi, qui ne sont pas totalement ridicules. Donc, il y a aussi ça, hein, il y a une bataille pour l'information élémentaire, parce que tout le monde a l'impression après que n'importe quel ZAD ou n'importe quelle lutte ultra minoritaire est un truc qui renouvelle tout et qui est 10 fois plus fort que... L'exception culturelle française. Oui, en plus, alors bon, ne vivant pas dans un autre pays, et surtout qu'on a été contraint de ne pas bouger quand même depuis un certain temps, c'est difficile, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ce que l'on dit, parce que il y a quand même, voilà, même, je sais pas, le Portugal, je connais pas très bien le Portugal, mais enfin, il y a une coalition portée par social-démocrates, une partie des écologistes, des anciens trotskistes, anciens maoïstes, et un parti communiste plutôt orthodoxe, et qui manifestement, sur un certain nombre de points sociaux, se comporte plutôt correctement, si je puis dire. Donc, mais ça intéresse moins, effectivement. On va parler de l'Inde aussi, par exemple. Absolument, je connais moins, vous avez fait bien, où il y a des partis communistes qui restent très forts, et régionalement, au Bengale notamment, absolument, qui se poursuit aujourd'hui et qui est plutôt animé par des communistes. Oui, Absolument, vous avez raison, je connais moins bien ce pas. Et pourtant, c'est pas le pays le plus petit, effectivement. Dès qu'on s'intéresse à la politique et au socialisme du point de vue de la lutte des classes, et non plus de la convergence des turlutes, on s'aperçoit qu'il se passe des choses. Mais je trouve ça en plus, quel mépris pour tous les gens dont je viens de vous parler, de militants, communistes, sociodémocrates, qui quand du monde font une politique sociale à leur échelle, qui font ce qu'ils peuvent, qui luttent à contre-courant souvent, et on nous parle de trucs, enfin c'est dingue quoi. Donc je trouve ça même, il y a presque un mépris de classe quoi pour tout ça, parce que quand on parle de l'Inde, faut voir la situation matérielle. C'est du provincialisme, enfin, il y a vraiment un côté, parce qu'il y a aussi... chez tous ces gens qui se disent très décoloniaux, post-coloniaux, etc. Mais enfin, ils restent complètement centrés sur l'Europe et les États-Unis. Voilà. Oui, c'est eux, paradoxalement. Et ça, c'est le centre du monde. Ils sont centrés sur les États-Unis. Ouais. Et même pas l'Europe et les États-Unis. Ouais, la France et les États-Unis. Le mot de la fin, monsieur, peut-être. Une question.
Vas-y, alors un Européen. On commence à s'énerver Un tous. Européen, Sud-Américain. L'Amérique latine, on n'a pas. Vous n'avez pas parlé de Cuba. Voilà. Ah, Il y a non, mais on ne peut pas parler de Cuba. Vas-y, mais tu peux en parler. Non, mais en tout cas, pour rebondir sur ce que Stéphanie a dit, si c'est pas un peu la même chose quand on, de la façon dont on parle des pays un des plus puissants aujourd'hui, c'est la Russie et la Chine. Si on ne prend pas une position un peu pareille de dire mais c'est pas le vrai communisme, c'est pas... Je sais pas si c'est clair. Alors, quelle est la question? Oui, quelle est ta question? Parce que vous avez parlé de décolonisation et d'une position un peu... je ne sais pas bien comment m'expliquer, mais... Une Non, position je voulais demander s'il n'y avait pas un peu un parallèle entre les criticismes qu'on fait de certains décolonistes. Le parallèle des coloniaux et et un peu la vision prédominante du communisme en Chine et du communisme en Russie aujourd'hui, qui est très puissant, et le deuxième parti de Ah oui, le parti de... Oui. le parti communiste Le parti russe, oui, enfin qui n'a communiste pas le même, la même importance relative que celui de Chine, bien sûr. Donc le rapport avec les décoloniaux, j'ai pas bien compris la question. Je pense que la plupart des gens de gauche en Europe ont une position un peu critique ou négative de la Chine, dire non mais c'est pas le vrai communisme, ou on parle pas trop de la Russie comme un pays pro-communiste, où il y a 60% des gens, je pense, aujourd'hui, qui sont pour l'Union soviétique, par exemple. Oui, ça c'est la critique donc des thèses postcoloniales plutôt que décoloniales en réalité à gauche. Non, mais ce que vous voulez peut-être dire aussi, c'est que, si je comprends bien, c'est que quoi qu'on en pense, l'existence du PC chinois et la nostalgie du soviétisme en Russie sont des phénomènes très importants et massifs qu'il faut comprendre et analyser. Et que parfois on s'intéresse à des choses ici qui effectivement ont une importance bien moindre. Et on n'en parle même pas, c'est même pas qu'on critique, c'est que tout ça est considéré comme... Mais c'est effectivement, je pense qu'il y a un côté provincialiste, c'est peut-être un peu fort, mais bon, ça c'est une chose moi qui m'intéresse même comme historien de façon assez... oui, qui est difficile à résoudre, c'est est-ce que dans les organisations du mouvement ouvrier en France, en Italie, je dis ça parce que je discutais de ça avec un collègue italien qui travaille avec moi, dans les années 1970, donc le monde était moins mondialisé, enfin je ne vous fais pas tout le topo, vous savez à peu près à quoi ressemblait le monde des années 70. Dans les partis comme le PCF et le PCI, les militants, difficile à dire parce qu'il faut analyser c'est quoi militant de base, il faut faire des interviews, faire toute une enquête de terrain, mais on a l'impression que les questions internationales, avec un grand I, tout ce qui se passait dans le monde, intéressait plus les bases militantes à cette époque-là, alors même qu'aujourd'hui, Internet, Twitter, les connexions internationales multiples et tout, les gens sont, pour une partie d'entre eux, notamment les militants parfois, beaucoup plus restreints. Vous voyez ce que vous me dites sur l'Inde, j'ai l'impression, enfin c'est pas que j'ai l'impression, c'est que ce qui se passe en Inde, en Chine, à l'époque en URSS, intéressait beaucoup plus. Ça ne veut pas dire qu'ils comprenaient tout, qu'il n'y ait pas des approches un peu caricaturales, c'est un autre problème. Alors que là, effectivement, on a parfois l'impression qu'on est très très branché sur quelques trucs, soit très nationaux, soit très étroits, et que, mais c'est parce qu'il n'y a plus de partis politiques, peut-être tout simplement, qui portent aussi ces choses-là. Sans vouloir interpréter Mais le phénomène... qui parle du communisme en Inde, qui est un phénomène de masse? Je l'ai vécu. Il y avait un intérêt, une connaissance de la géopolitique et des mouvements sociaux au niveau international. Bien sûr. Ça, c'est un des bons côtés de la fin des années 60 et du début des années 70, sans commune mesure avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais il y avait des débats aussi, il faut bien le dire, il y avait réellement des presses d'opinion, il y avait vraiment des oppositions frontales, idéologiques qui existaient, y compris dans la classe moyenne française, qui sont complètement gommées aujourd'hui. Il y a quand même vraiment une pensée totalement formatée et monotone qui aboutit entre autres à ça. Mais en tout cas, indépendamment
dépendra de l'interprétation. Le phénomène que tu décris, oui, je l'ai vécu, je confirme. Mais dans certains, je ne suis pas assez spécialiste, mais dans certains classements internationaux, on annonce que l'Inde va devenir une très grande puissance à horizon de 10-15 ans et pourrait dépasser même certains pays européens, comme la Chine va probablement le faire sur toute une série de critères. Et en dépit de cela, donc en dépit que ces pays sont de plus en plus importants, ce qui s'y passe politiquement, effectivement, intéresse pas grand monde ici, quoi. Ni l'Inde ni la Chine. C'est pas comme si. L'Inde a connu une mode. Oui, il y a une vingtaine la Chine d'années. aussi, mais d'autres époques. La Chine, etc. Cyclique, Le RSS aussi, d'ailleurs, bien sûr. C'est comme le reste chez nous, du moins. On est oui. sous le régime de la mode intellectuelle. Oui, je pense qu'il y a un côté français et parisien qui n'arrange rien, sans vouloir. On va dire germano-pratin. Ouais. Oui, là-dessus, peut-être on va conclure parce que le temps file. Donc, je crois qu'on a conclu d'ailleurs là. Très bien. Donc, avant d'en venir à la dédicace et aux libations, il me reste à vous remercier. Merci à vous. Merci, et à inciter tout aux questions, au débat aussi. À découvrir l'ouvrage. Pour toutes les raisons quand même qui font que si vous êtes ici pour en parler, c'est quand même que c'est un événement éditorial, en tout cas pour ceux qui s'intéressent à la question du socialisme. Il y en a encore aujourd'hui. Absolument. Merci et bravo. Merci.